Bonjour! Alors, je vous souhaite la bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque. On est le vendredi 21 novembre et je vous fais un coucou d'entrée très rapide parce que j'ai un congé impromptu aujourd'hui et j'ai décidé de faire une chose que je fais pas depuis des années je vous en parlerai plus tard, mais c'est d'aller au Salon du livre de Montréal. Habituellement, je vous parlerai de ma perception des salons. Mais là, j'ai décidé d'y aller, je sais pas pourquoi, j'ai eu une impulsion. Donc là, on est très tôt. Je m'apprête à prendre le train vers la ville et à aller passer un petit bout d'avant-midi là-bas parce que quand il y a trop de monde, et le Salon du livre de Montréal, c'est très populaire. Donc, je vais vous amener avec moi. Je vais essayer de voir si je peux faire un petit peu de prise d'image. Alors voilà, ben, sans plus tarder, allez, on lance le tout. Bonjour. Alors, on est le dimanche 23 novembre et je vous reprends parce que je me suis un peu reposée finalement post la maison vide de, de Laurent Mauvigny et donc post le dernier vlog et surtout post Salon du livre. Quelle idée j'ai eue? Je sais vraiment pas ce qui m'a passé par la tête. Pour vous faire un petit topo, je pense, avant que je vous parle de mon expérience. J'ai été au Salon du livre quand j'étais plus jeune. Puis, à partir du moment où je suis devenue libraire, j'ai eu une perception différente, en fait, des Salons du livre au Québec. Il faut savoir que ça fonctionne différemment de ce que j'ai compris, en tout cas, au Québec puis en France. C'est-à-dire que au Québec, dans le fond, les Salons du livre sont un rassemblement de distributeurs et d'éditeurs, mais qui vont, dans le fond, proposer des livres avec aussi donc avec achat sur place, évidemment des auteurs en dédicace et aussi des activités connexes, conférences, ateliers et tout. Donc ça, pour ça, c'est similaire un peu quand même à ce qui est en France. Par contre, la différence au Québec, c'est que sur les salons du livre, les achats se font directement dans les kiosques où sont logés, dans le fond, les éditeurs et ou les distributeurs. Avant, là maintenant, cette année, c'est un petit peu différent, mais avant, il y avait vraiment beaucoup de stands avec des gros groupes de distribution. Ce qui fait qu'on allait acheter directement chez le distributeur. Et ben, vous avez peut-être conscience, surtout maintenant avec maintenant qu'il y a des nouveaux éditeurs qui émergent, puis des auteurs aussi, c'est que quand on passe par le distributeur, directement,
on saute un peu une partie de la chaîne du livre. Cette chaîne du livre-là, pour que ça fonctionne, il faut comme que tout le monde soit là. C'est-à-dire que, évidemment, l'auteur ou l'autrice, avec l'éditeur, qui vont produire le livre, le mettre en circulation. S'il y a un distributeur, le distributeur va justement s'assurer qu'il soit accessible dans les différentes librairies. Le libraire va le mettre en valeur, va le proposer et éventuellement, si tout va bien, les clients vont l'acheter. Et tout ce beau monde-là, dans le cercle de la chaîne du livre, il y a aussi des fois des diffuseurs, donc où, par exemple, l'éditeur va envoyer ses quantités lui-même, mais la partie qui est mise en valeur, promotion et tout, ça va vraiment être le diffuseur qui s'en occupe. Là. Il y a des petites nuances, mais bref, tous ces acteurs-là vont avoir un rôle à jouer et aussi une partie des profits qu'ils vont prendre, évidemment, en échange de leur travail. C'est sûr que quand on arrive en salon du livre, au Québec, ce n'est pas des librairies auprès desquelles on va acheter, mais bien soit des éditeurs directement et ou des distributeurs directement. Ce qui fait que oui, c'est sûr que c'est bien techniquement, particulièrement pour les petites maisons d'édition qui n'ont peut-être pas de distributeur ou qu'on voit un peu moins souvent en librairie parce qu'on va pouvoir les soutenir directement. Mais sinon, la plupart du temps, on va soutenir un distributeur qui, bien sûr, va techniquement, les ventes qui vont être faites là, ça va finir par remonter aux éditeurs. Mais ce que ça fait, c'est que ça saute le maillon super important de la chaîne du livre qui est le libraire. Donc, j'ai toujours été mal à l'aise une fois que j'ai eu compris vraiment comment fonctionnait la chaîne du livre, d'aller dans les salons parce que je trouvais que c'était pas. C'était pas. C'était pas équitable, vraiment. Et surtout que, pour avoir travaillé en librairie, quand on arrive autour des gros salons du livre au Québec, il y en a plusieurs, il y en a vraiment un grand nombre, mais il y en a deux qui mobilisent beaucoup les quantités de livres disponibles, particulièrement des livres québécois, mais aussi particulièrement des livres qui, pour nous, viennent de l'étranger, qui est la France, l'Europe et tout ça. Ces quantités-là sont mobilisées autour de deux grands salons, dont celui de Montréal qui était à l'automne et celui de Québec qui se passe en avril. Donc, les distributeurs vont conserver les quantités qu'ils ont reçues, européennes particulièrement, les éditeurs européens, pour qu'il y en ait assez pour les vendre directement aux clients lors des salons du livre. Et ensuite, s'il en reste, en fait, il en reste, mais ce qui va rester va être envoyé dans les librairies au prorata de ce qui avait été précommandé. Alors, bien entendu, non seulement ça va priver les librairies, donc dans la chaîne du livre, de pouvoir vendre ces livres-là alors qu'il y a souvent une super grande exposition médiatique de ces titres-là. Des fois, non, parce que des fois, les quantités sont grandes, mais souvent, ce qui va arriver, c'est qu'en amont des salons du livre, si on sait qu'il y a des titres qui sont parus tout juste avant le salon du livre, les libraires vont recevoir des quantités, mais peut-être pas les quantités complètes qu'ils avaient précommandées parce que le distributeur en garde en quantité pour pouvoir le vendre directement, sans intermédiaire, directement au client. Et une fois que le salon est fini, c'est sûr qu'ils ont vendu des grosses quantités les distributeurs, fait que souvent, il n'en reste pas tant que ça. Ce qui fait que ça va être compliqué un peu pour emmener des nouvelles quantités vers les librairies et particulièrement les quantités des éditeurs étrangers, parce que pour nous, c'est quand même complexe, ça vient par bateau, le délai est quand même long avant qu'on reçoive les choses. Donc, c'est que non seulement le libraire n'a pas toujours sa part du gâteau, entre guillemets, donc ne peut pas faire partie activement de la chaîne du livre, puis du bénéfice de tout ce qui est passeur littéraire, puis de toute espèce de pétillance qui est autour du livre à ce moment-là. Mais en plus, ça va pénaliser les libraires et les clientèles de ces librairies-là concernant la bibliodiversité, parce que souvent, le québécois, c'est pas si mal, souvent on arrive quand même à avoir des quantités, parce qu'évidemment, c'est produit localement, mais pour qu'est-ce qui est étranger. Et souvent, ça va être les grosses librairies, les grandes chaînes, qui ne sont pas des chaînes qui sont exclusivement, qui vendent exclusivement des livres. Donc, on pense ici à certaines bannières bien connues qui vendent énormément de choses et, entre autres, des livres. Mais c'est eux, en fait, qui vont en fait les plus grosses précommandes parce qu'ils ont les reins solides, c'est des gros groupes. Donc, c'est eux qui vont en avoir le plus, puis c'est vers eux que les gens vont se tourner, alors que les librairies indépendantes, souvent, ne peuvent pas mobiliser une commande d'un si grand nombre de titres en amont. Donc, on va leur avoir livré au prorata une partie avant le salon du livre, mais des fois, ils n'arrivent même pas à en avoir assez ou ils n'en ont pas nécessairement après s'il y a eu un très grand engouement en vente directe auprès du client. De ce que j'ai compris, c'est qu'en France, ça semble un peu différent. Puis manifestez-vous en commentaire si jamais c'est pas le cas puis j'ai rien compris. Mais de ce que j'avais comme compris, c'est que oui, les éditeurs sont là, les distributeurs sans doute, ou juste
caché, entre guillemets, dans le sens que c'est sûr que c'est les distributeurs qui vont aider à ce que les éditeurs aient leur stock. Mais si j'ai bien compris, la vente de livres se fait quand même par une librairie qui est sur place. Donc, je me dis au moins, si c'est ça, là, j'ai bien compris, la chaîne du livre est comme respectée. Ça ne va pas aller directement à un distributeur ou à un éditeur sans qu'on passe par l'intermédiaire de toutes les autres personnes. Là, comme je vous dis, c'est sûr qu'il y a des exceptions. C'est sûr qu'il y a des petites maisons d'édition émergentes, comme je vous dis, qui ne sont pas dans les grands distributeurs, des grands distributeurs. Eux autres, les salons du livre, c'est super important pour eux parce que ça leur donne la visibilité. Mais là, je parle vraiment des éditeurs qui n'ont pas nécessairement besoin de ça, puis que le fait de passer sans intermédiaire, ben, ça fait que eux, ils ont juste plus de profit au bout du compte parce qu'ils ont moins à partager avec l'acteur, entre guillemets, final de cette espèce de chaîne-là qui est le libraire. Grand topo, je sais, puis j'ai pas la science infuse, c'est ma perception des choses. C'est comme ça que je le ressens depuis longtemps. Donc, ça m'a fait un peu mettre les freins sur les salons du livre depuis au moins, ça fait, bon, en librairie, ça fait longtemps que j'ai été là-dedans, mais je dirais que, mon Dieu, ça fait déjà 15 ans que j'ai commencé, 15-16 ans en librairie, même plus que ça. Donc, ça fait longtemps que je n'étais pas allée. En plus, je suis quelqu'un qui est vraiment introverti, qui est hypersensible à tout ce qui est stimuli. C'est sûr que dans les grandes foules, j'ai jamais été super bonne. Puis les salons du livre au Québec, il y en a beaucoup localement, mais les deux gros salons du livre, style Montréal-Québec, c'est juste comme ça fourmille. C'est positif, c'est les fun, mais il y a bien trop de monde. Et là, vendredi, je me suis dit, tout joyeusement, je vous ai dit, hey, je vais partir tôt, ça va être cool. Mais j'avais oublié quelque chose de super important, qui est le fait que en avant-midi, habituellement, ou en journée, en tout cas, habituellement, c'est le moment où les écoles vont venir avec les professeurs et les élèves pour justement profiter du salon du livre. Et là, ça devient vraiment comme une fourmilière au niveau de décibels hyper élevé. Je ne sais pas comment j'ai fait pour survivre. En fait, je le sais. J'ai écouté un niveau d'eau. J'ai terminé, en fait, La Maison vide. Mes deux enregistrements de blog se sont croisés. Donc, j'ai terminé le Laurent Mauvigny en naviguant en mode bulle, donc en mode son extérieur vraiment le plus atténué possible. Dans cette espèce de raz-de-marée-là, je suis arrivée à l'ouverture du salon. Le plus que j'ai pu rester, je pense que c'est 1 heure et demie. Puis pourtant, j'ai pris mon temps. Mais pour moi, je vois pas comment j'aurais pu en profiter vraiment. Il y avait du monde partout. Il n'y a pas d'espace vraiment vital. On arrive au stand, il y a comme des gens partout. Même si on veut faire signer par des auteurs et tout ça, c'est pas possible d'en profiter. Mais j'ai quand même pris le temps de bien explorer tous les kiosques et tout. Puis je me disais, si jamais je peux trouver des endroits où je peux acheter directement un éditeur qui est un petit éditeur, je l'aurais fait. Finalement, je suis revenue avec les mains vides. Des points que je trouve intéressants du Salon du Livre, le lieu qui est en ce moment pour Montréal, c'est au Palais des Congrès. Ça fait peut-être longtemps qu'il est là, c'est juste que dans le temps, il me semble que c'est la place de Bonaventure, mais en tout cas, c'est pas grave. C'est un endroit qui est pas trop. Il y a des plafonds hauts, mais c'est quand même un peu plus feutré, donc ça m'a quand même donné l'impression que c'est un petit peu plus convivial. Ça, j'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé ça pas mal. L'aménagement de l'espace aussi, c'était intéressant. Il y avait des bancs pour s'asseoir, des zones de lecture et tout, des zones d'atelier aussi qui étaient comme à l'extérieur un peu, plus dans l'espèce de cercle le plus loin finalement du centre là, du Salon du Livre. Et j'ai mis 2 zones particulières. Il y avait une zone qui était justement chapeautée par une librairie, ce qui est habituellement pas le cas d'habitude, donc qui était la zone zine. Donc, pour ceux qui connaissent moins les zines, je vous invite à aller vous informer, mais en gros, c'est des publications auto-éditées faites de façon artisanale et habituellement distribuées directement par les auteurs. Et à Montréal, il y a plusieurs librairies qui en tiennent maintenant des zines, donc en dépôt par les auteurs, mais il y a une librairie qui est bien connue pour le fait, son implication par rapport à justement la distribution entre guillemets de zines. Et c'est la librairie N'était-ce pas l'été, qui est située, si je me souviens bien, à Montréal, sur la rue Saint-Laurent. Et là, c'était cette librairie-là qui chapeautait comme l'espace zine. Donc, on pouvait créer un zine si on voulait. Il y avait vraiment beaucoup de monde, fait que je ne l'ai pas fait. Sinon, ça m'aurait tenté. Puis, il y avait vraiment des zines à acheter sur place. J'ai vraiment fait le tour. Il n'y a rien qui m'a accroché cette fois-là. Les zines, c'est toujours un peu comme ça. C'est-à-dire que des fois, on tombe, puis il y a quelque chose qui nous accroche le regard, puis des fois, non. Mais c'était vraiment intéressant. Il y avait différents formats et tout. Donc, ça, j'aurais potentiellement essayé peut-être d'acheter directement chez eux parce que c'était une librairie, puis je savais que dans le fond, ça va aller directement après ça à l'auteur, donc je trouvais ça vraiment intéressant. Sinon, il y avait d'autres endroits thématiques, dont entre autres un qui était animé par l'organisme Jolie Autochtone, donc qui permettait de découvrir la culture des Premières Nations et la littérature des Premières Nations. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Il y avait même une animation, je crois, d'un conte autour du feu. Donc c'est vraiment intéressant, mais pour le restant, pour moi, ça a été
trop fébrile. C'est des titres, bien sûr, que je vois ailleurs parce que je vais en librairie. Puis il y avait peut-être pas assez de... Il y avait des petits éditeurs qui, moi, venaient moins me rejoindre, mais il n'y avait peut-être pas assez de, justement, de spécificité, un peu comme la zone zine de Nétespalité ou Jolie Autochtone pour mon bonheur à moi. Donc, écoutez, je l'ai faite. J'ai essayé de m'imprégner le plus possible sans disparaître sous l'hyperstimulation de cette expérience-là. Et je pense que je suis correcte pour un bon 10 ans. Donc, après ça, je pense que dans les 10 prochaines années, je n'irai pas. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai essayé. Voilà, voyez-vous, c'était une expérience que je voulais faire. Et ben, c'est fait pour cette année. Un rendez-vous en 2035. Sinon, j'ai eu de la difficulté à me choisir une autre prochaine lecture parce que, ben, c'est sûr qu'après le Laurent Mauvigny, puis avant ça, j'avais lu le Camille Cauchemar, ce sont quand même des lectures qui étaient très bien écrites, qui dérangent, qui secouent les certitudes et tout. Puis là, ben, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais et tout ça. Puis là, finalement, je me suis rabattue quand même sur une valeur un peu refuge, c'est-à-dire que j'appelle ça des lectures. Il y en a qui appellent ça des lectures bonbons, moi j'appelle ça mes lectures chocolat chaud, c'est-à-dire que ben, c'est à consommer avec modération. Euh, il y a différentes variétés de chocolat chaud. Des fois, c'est des variétés qui sont un peu plus délicates, puis d'autres, c'est un peu plus commerciales. C'est intéressant sur le coup, on en profite, c'est sympathique, mais ça ne laisse pas nécessairement un souvenir impérissable. Donc, c'est ma définition un peu des lectures chocolat chaud. Et j'ai décidé de lire le deuxième tome, en fait, d'écouter le deuxième tome de la fameuse série des Hamish Macbeth de M.C. Beaton, qui est particulièrement connue pour ses Agatha Raisin, les Cozy Mystery. Mais donc, Amy Macbeth, j'étais rendue au tome 2. Le tome 1, j'étais pas sûre, mais les gens n'arrêtent pas de dire que plus ça va, puis plus le personnage d'Amish se développe un peu plus. Puis j'avais quand même envie de voir qu'est-ce qu'a proposé MC Beaton, qui était vraiment une incontournable du Cozy Mystery en mode euh, livre à formule, dans le fond. Là. Donc, c'est vraiment une formule qui se répète et tout. On est dans le Cozy Mystery, ou absolument, ben, pas le Cozy Mystery, je dirais le Cozy Crime, surtout pour Hamish Macbeth, parce que les enquêtes sont menées par un policier, en fait, un Bobby, donc un agent, vraiment plus dans la hiérarchie, qui est vraiment celui qui est l'agent terrain, là, c'est pas un détective et tout. Donc, les enquêtes sont menées par lui. Mais en collaboration avec une fameuse jeune femme qui apparaît dès le premier, qui s'appelle Priscilla, puis je me souviens plus de son nom de famille, mais qu'on voit qu'il va finir par être impliqué, puis on sent que peut-être il se passe un petit quelque chose entre eux autres, là, potentiellement, ou en tout cas une connivence. Donc, j'ai décidé de lire celui-là. La version, le tome 2, ça s'appelle Death of a Cad d'Hamish Macbeth. Je l'écoute en version audio. C'est publié chez Blackstone Audio, scénarisé par Anthony Ferguson. Le narrateur, il est correct, mais là, voyez-vous, ça se passe dans les... Il me semble que c'est les Highlands, mais je suis pas sûre. C'est sûr que Hamish Macbeth, sans surprise, c'est un Écossais, mais il me semble que c'est dans les Highlands. Et le narrateur, je sais pas, j'imagine que c'est un Écossais, mais il essaie de faire différents accents, puis on dirait que c'est moins fluide que les narrateurs que j'ai eu récemment qui me lisaient les fameux livres de littérature écossaise que j'ai écouté, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai écouté récemment qui était, c'était le Val McDermid, je pense, mais le Peter May, en tout cas, il y en a une couple. Puis ça, c'est vraiment des narrateurs qui sont excellent. Lui, c'est pas qu'il est mauvais, c'est un bon orateur. Puis il me semble qu'Anthony Ferguson, ça me dit quelque chose, mais on dirait qu'il y a un petit peu plus de difficulté avec les accents. On sent plus que c'est des accents. Peut-être que lui, il en a pas au départ ou qu'il a travaillé pour plus en avoir. Si c'était un Écossais, peut-être qu'il a travaillé pour justement avoir un parler international, mais c'est pas nécessairement la version d'eau la plus sensationnelle, mais c'est correct. Et on retrouve cette fois-ci le fameux Hamish Macbeth qui est là et qui va se retrouver mêlé par la force des choses à une histoire qui se déroule dans l'espèce de manoir des parents de la fameuse Priscilla. C'est une fête qui a été faite en l'honneur techniquement de ses fiançailles avec un dramaturge bien en vogue. On est vraiment dans les clichés, là, on s'entend là, c'est des archétypes là, du cozy crime qui ont trait à la Agatha Christie, là, vraiment. Et on va les retrouver là. Il va y avoir quelqu'un que tout le monde aime détester. Et comme par hasard, cette personne-là va être morte dès le lendemain. Et Hamish Macbeth va
trouver des choses qui font en sorte. On essaie un peu d'enterrer l'enquête sous le fait que c'est une mort accidentelle, puis dans le fond, Amish Macbeth va découvrir des choses en disant ben c'est pas accidentel. Donc, arrêtez de dire ça, puis il va falloir qu'il y ait une plus grande enquête. Mais c'est pas lui le grand boss, c'est son boss à lui. Puis là, ben, c'est lui, son boss, qui va essayer quand même d'essayer d'enterrer un petit peu ça en disant ben non, je veux pas avoir l'air de pas avoir bien fait mon travail la première fois, donc je vais essayer de pas trop bouleverser les choses. Mais Hamish Macbeth, c'est quand même quelqu'un qui est assez déterminé, à la limite entêté. Et j'aime bien ce que je vois. J'aime bien son personnage, j'aime bien Priscilla. Comme je vous dis, on n'est pas dans le grand bouleversement des certitudes, mais ça fait du bien un petit peu, donc voilà, c'est ma lecture en cours. Ah oui, j'ai oublié en français, il me semble que c'est traduit par Qui va à la chasse, donc en français pour ce tome-là. Et sinon, ben écoutez, je ne vous le verrai pas dans ce vlog-ci, mais je vais sans doute le faire demain. Elise de A Book and a Cup a sorti sa fameuse vidéo de présentation du Cold Winter Challenge. Puis là, je me disais, est-ce que je le fais encore, le Cold Winter Challenge? Parce que je l'adore, mais j'ai lu, je pense, 2 livres sur le total, ou 3 livres sur la totale de ma pièce à lait que j'avais faite pour le Pumpkin Autumn Challenge. Puis là, je me dis, est-ce que je vais le faire encore ou pas? Mais là, c'est trop tentant. Fait que ça se peut pareil que je fasse une pièce à lire, puis je vais voir là, si je le lis ou pas, parce qu'elle, son Cold Winter Challenge, elle le fait partir maintenant le 1er décembre et ça se termine le 1er février. Donc, c'est pendant 2 mois. Donc, il y a quand même 3 menus avec 4 catégories par menu. Donc, c'est quand même 12 livres techniquement à lire en 2 mois, ce qui est moins réaliste pour moi. Je me rends compte, mais on va voir. Donc, ça se peut que je travaille là-dessus. Ça va être transparent pour vous, mais évidemment, si j'ai vraiment travaillé là-dessus et je décide de faire ma pièce à lire, vous allez l'avoir eu de disponible avant que ce vlog-ci arrive. Oui, oui, la magie de tout ça. Mais sinon, j'ai pas d'autres plans à part me reposer, profiter de mon congé, écouter Mish Macbeth. Puis, ben, c'est ça. Je vous reviens quand j'ai des nouvelles choses à vous souffler à l'oreille. Allez, à tout de suite. Surprise aussi ce moment-là. J'espère que je vais pouvoir le finir cette semaine pour vous en faire un update. It's time! Hello tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer ma vidéo du Cold Winter Challenge. Bonjour! Alors, on est le mardi 25 novembre, fin d'après-midi, et je vous prends parce que j'ai terminé hier, si je me souviens bien, oui, j'ai terminé hier le fameux Death of a Cad de MC Beaton, donc le 2e tome de la série Hamish Macbeth. J'ai vraiment passé un bon moment, je dois dire. Donc, ça se confirme en fait. J'avais peur un peu, comme je vous disais, parce que j'avais pas eu une bonne expérience avec les Agatha Raisin. Puis, je n'étais pas obligée d'aimer MC Beaton. Il y a d'autres autrices de Cozy Mystery en série comme ça, vraiment à formule, que j'ai pas nécessairement aimé. Mais il y a tellement de monde qui avait l'air de dire dans les booktubers, qui disaient toutes sortes de choses aussi, qui avait l'air de dire que ça valait le coup, que Hamish Macbeth est un personnage pas comme les autres et tout. Puis là, j'admets que dans le 2e tome, ça se confirme. On va quand même dire que c'est vraiment une lecture chocolat chaud, mais avec, disons, un mélange bien efficace. Ça réinvente pas la recette du chocolat chaud. C'est pas quelque chose qui est nécessairement mémorable, mais j'ai réussi à m'attacher au personnage. Bon, principalement Hamish Macbeth, et j'imagine la fameuse Priscilla qu'on va... je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais ça me donne l'impression qu'elle va potentiellement s'accrocher un peu les pattes dans les prochaines enquêtes. J'aime vraiment beaucoup Hamish Macbeth, il a l'air de rien comme ça, c'est vraiment le rôle typique d'un policier, hiérarchiquement à la base, disons un policier terrain, qui n'a pas nécessairement tant d'ambition, mais de monter nécessairement en grade, que surtout un cœur à la bonne place, dont les gens ne se méfient pas nécessairement, mais qui finit toujours par dire un peu finalement qu'est-ce qu'il pense de façon stratégique, calmement, sans faire d'éclat, et qui arrive finalement toujours à ses fins parce qu'il est quand même
déterminée à ce que, un peu comme la vérité triomphe. Oui, disons que je quitte ce tome-là en me disant que je pense que ça sera vraiment ma petite lecture doudou, les Hamish Macbeth. Donc, voilà. C'est quelque chose que j'avais. C'est un acharnement, entre guillemets, que je dois en partie à Triple L de Mag, qui lisait plein de choses, dont les Agatha Raisin, que moi, j'avais pas beaucoup aimé, mais qui disait les Hamish Macbeth, c'est différent. J'avais lu d'autres recensions aussi, dans le sens où oui, comme je vous disais, c'est des romans à formule, c'est commercial, mais on dirait qu'il y a vraiment quelque chose, même si on s'entend qu'on est dans les archétypes. Sauf que ce qui est intéressant dans la Hamish Macbeth, ben, dans la Agatha Raisin, j'imagine que aussi, mais peut-être que dans le premier tome, c'était moins évident. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille avec des archétypes, mais on leur fait pas nécessairement faire les choses auxquelles on se serait attendu d'un archétype. Donc, on n'est pas dans la totale originalité, mais on surprend un petit peu le lecteur au tournant, particulièrement avec Hamish Macbeth. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup sur cette intrigue-là parce que, évidemment, c'est très court. Je peux vous dire que je me suis douté un peu de ce qui allait se passer peut-être dans, je sais pas, le dernier cinquième peut-être, mais c'était pas trop certaine, donc ça va. Donc, malgré le fait que c'est assez simple, c'est quand même quelque chose qui nous permet faire des suppositions presque jusqu'à la fin. Et je ne sais pas s'ils sont tous comme ça, les Hamish Macbeth, je me souviens plus le premier si c'était comme ça, mais c'est vraiment basé sur le principe d'un whodunit. Donc, à la fin, finalement, tout le monde se rassemble, mais tout le monde se rassemble pas nécessairement, mais en tout cas, peu importe. Et il y a comme, dans le fond, Hamish Macbeth qui va donner, finalement, confronter potentiellement les suspects et éventuellement donner c'est quoi les pistes, c'est quoi les éléments qui l'ont mis sur la piste, finalement, de la vérité. Donc, ça, c'est quelque chose de très rassurant, entre guillemets. Ça fait vraiment penser au Hercule Poirot. Ça fait penser un peu à l'esprit des courtes histoires d'Hercule Poirot. Il y a eu des recueils avec plusieurs nouvelles, entre guillemets, dans le fond, avec Hercule Poirot ou Miss Marple, où la résolution est assez rapide, mais c'est un peu ce principe-là, un peu plus développé quand même, mais on a vraiment la structure assez efficace, dans le fond, des Agatha Christie en whodunit. Mais j'ai bien aimé ça, ça m'a surpris, en fait, ça m'a agréablement surpris. Bon, ça reste une lecture que je vais consommer pour passer un bon moment, mais j'ai pas d'attente élevée par rapport à ça. Mais j'ai quand même trouvé que c'était pas mal écrit, que, comme je vous disais, on pouvait s'enfarger un peu dans les fleurs du tapis des préjugés, mais c'est un peu comme on accepte la convention quand on embarque dans cette série-là. Puis c'est pas trop pire. Ça a été quand même écrit, il faut dire, il y a un certain temps, là, les Hamish Macbeth. Fait que c'est sûr qu'on sent un peu quand même le temps qui a passé, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas tant de choses qui vont choquer. Donc, je sais pas, bonne lecture finalement. Ça m'a fait du bien. Et j'ai décidé de embarquer dans ma deuxième lecture de la semaine. Ça va peut-être être ma seule autre lecture cette semaine. J'ai une drôle de semaine. Puis je suis pas encore au top de mon énergie. Donc, je sais pas trop. Mois de novembre, ça a l'air. Donc, j'ai décidé de me lancer dans mon premier Marc Lévy. Oui, je sais, j'en ai jamais lu. Genre, ça fait longtemps que j'ai travaillé en librairie, en bibliothèque. Les gens m'en ont souvent demandé. Je me suis informée c'était quoi un peu la dynamique, un peu l'écriture et tout ça. Mais on dirait que ça ne m'interpellait pas particulièrement. Mais celui-là, je pense qu'il a interpellé peut-être plein de gens qui, en temps normal, n'auraient pas lu du Marc Lévy ou en avaient lu dans le passé puis en lisait plus en raison du sujet. Et je parle ici de La librairie des livres interdits, qui est paru, je crois, il y a presque un an. Puis je crois que le format page va paraître au début de l'année ici au Québec, mais déjà paru en France. Et c'est donc un Marc Lévy qui nous propose l'histoire de Mitch. Puis je vais vous lire la présentation qui est sur le site leslibraires.ca, qui résume un peu la présentation de l'éditeur finalement. Et ça dit: libraire passionné, Mitch est arrêté pour avoir vendu des livres interdits. Après 5 ans de prison, il n'a plus qu'une idée en tête: retrouver sa liberté et sa librairie. Un jour, il croise coup sur coup le procureur qui l'a fait condamner et Anna, une jeune chef qui pourrait bien être la femme de sa vie. Il se retrouve tiraillé entre son désir de vengeance et une furieuse envie d'aimer. A priori, si je ne savais pas que la dimension de tout ce qui est censure et livres interdits était quand même relativement importante, cette présentation-là ne m'aurait pas nécessairement donné envie de lire le livre, mais ce livre-là a été censuré aux États-Unis. Donc, ça m'a donné envie de le lire. Et c'est quand même
ça s'annonce comme du contemporain, mais finalement, on est peut-être plus dans peut-être un futur alternatif ou une réalité alternative, parce que dans le fond, on est dans un monde où ben, les gens sont ordinaires, comme vous et moi, mais il y a un édit qui a été lancé, donc des gens qui ont été élus récemment, qui sont vraiment en mode contrôle et en mode effacer toutes les aspérités. Donc, avoir des livres qui sont interdits parce que qui peuvent peut-être amener à découvrir des comportements qui sont inadéquats selon ce parti-là. Aussi, aller jusqu'à censurer tout ce qui recense le passé et les erreurs du passé, incluant tout ce qui est abus, donc par exemple esclavage, racisme et tout ça. Donc, dans le but de juste faire disparaître ça complètement. Donc, même pas les ouvrages qui en parlent à titre informatif ou juste pour montrer justement que ça s'est vraiment passé. Donc, cette loi-là est là, puis c'est en vertu de cette loi-là que Mitch va se ramasser en prison. Et on comprend rapidement que Mitch est un peu seul au monde et il a eu une relation particulière avec son père. Et la librairie qu'il a fondée, c'est une librairie qu'il a fondée un peu en remplacement d'un genre de monument funéraire pour son père. Il n'y avait pas nécessairement tant de moyens, mais il a décidé que son père, c'est un grand amoureux de la littérature. Il faisait pas ça, c'était un relieur, travaillait pour un relieur. Et il était toujours en train de citer des livres, puis c'était pour qu'on peut donner comme des leçons de vie. Et c'est un peu comme en hommage à ça, de ce que j'ai compris, là, je suis juste au début, que Mitch a un peu lancé sa librairie et, dans le fond, a fini par, en raison de cette nouvelle loi-là, se ramasser un peu dans le pétrin, pas un peu, mais beaucoup dans le pétrin. Voilà, donc c'est où j'en suis et je l'écoute en livre audio. Parce que en ce moment, j'ai moins de facilité à lire numérique papier, mais je l'ai aussi en numérique si jamais. C'est une lecture assez courte, ça fait environ 9 heures de livre audio, donc ça devrait bien se passer. Vous ne devez pas le voir parce que c'est flouté, mais je viens de recevoir un colis. Donc, je vais regarder ce que je fais, là, ce que je loue avec vous ou pas. Mais sinon, techniquement, j'aimerais vous reprendre quand je vais avoir terminé le Marc Lévy pour pouvoir vous en parler. Alors, peut-être à tout de suite. Hey, salut! Bon, finalement, aussi bien l'ouvrir, ça qu'à être là. Alors, préparez vos oreilles, ça va faire du bien. Bon, alors c'est parti, en espérant que mon chat me laisse tranquille. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des choses que je vais ajouter à ma librairie parce que j'ai déjà lu, puis d'autres que c'est des choses que bon, je voulais. Donc celui-là, j'ai trouvé finalement le 4e tome. J'avais les 3 autres. J'avais décidé, j'avais une bulle au cerveau de vouloir finalement, après des années, découvrir le fameux Veronica Roth, la série des Divergences. Donc ça, c'est le tome 4 qui était sorti plus tardivement. J'ai les 3 autres tomes, mais c'est parce que j'aimais vraiment ces éditions-là. Je ne sais même pas si j'aime la série, mais j'avais vraiment aimé 2 ouvrages de Veronica Roth qui étaient des courts ouvrages de dystopie. Puis je me disais que j'aimerais quand même ça, lire ça. C'est pour ma culture personnelle parce que c'est vraiment dans les premières séries qui ont comme vraiment pris leur envol par rapport à la dystopie. Puis en fait que pendant des années, c'était comme la seule chose qui pouvait fonctionner au niveau du young adult. Ensuite, j'ai trouvé dans une édition qui n'est pas affreuse, parce que c'est vraiment dur pour cette autrice-là, le tome où j'étais rendue pour les Joséphine Tey. Donc, celui-ci ici qui est The Frenchie's Affair. Donc, Joséphine Tey que j'avais connue avec The Men in the Queue, qui est une autrice que j'aime vraiment beaucoup, qui a écrit dans l'âge d'or du policier, qui est moins connue. Puis, ben, vraiment contente, ça va être aussi à lire. Sinon, ben, pour compléter ma collection des Agatha Christie, des Hercule Poirot, en fait, Evil Under the Sun, je l'avais pas dans cette édition-là, donc ça, je l'ai déjà lu, bien entendu. Un Hercule Poirot qui se passe dans les sites de fouilles archéologiques. Un livre que j'ai déjà lu, un roman graphique que j'ai déjà lu, que je n'étais pas sûre si j'avais aimé ou pas, mais que j'aimerais vraiment redécouvrir, et c'est Rébis. Voilà, je l'ai en version en anglais, mais je sais pas si c'est traduit. Peut-être que oui. Je me souvenais juste pas si c'était un auteur, des créateurs en fait, qui étaient francophones ou pas. Non. Ça a été publié en italien, c'est ça. C'est déjà traduit dans le fond pour aller en français, puis dans le fond, là, ça a été traduit directement vers l'anglais. Puis, ben, dans le fond, c'était une esthétique assez particulière, le Rébis, que j'avais vraiment beaucoup aimé
le lire. C'est intéressant. C'est une fin un peu ouverte. Si jamais vous n'avez jamais découvert ça en français, c'est pas la même c'est la même couverture, mais pas la même fonte, mais c'est le même titre par contre. Donc, si jamais vous voulez et que ça vous dit, on est dans un monde où on trouve Martineau qui est un enfant qui est albinos et qui vit dans un village où l'albinisme est considéré comme quelque chose du diable, et il va finir par se sauver dans la forêt et trouver quelqu'un qui, au bout du compte, est une femme qui, à l'époque, pouvait être perçue comme une sorcière. Bref, va s'en suivre une certaine relation entre eux de confiance et tout. Et où, en fait, Rébis va finir par se assumer, dans le fond, son albinisme et tout. Mais c'est vraiment étrange. Mais ça tentait vraiment de l'avoir dans ma Bible. Donc ça, je l'ai déjà lu. Et deux choses intéressantes. Tout d'abord, je continue mon exploration de Vera Brogol, en mode roman. Je l'avais vu, ça, c'est Return to Sender. Donc, ça, je pense que c'est un middle grade. Donc, un roman pour peut-être les 8-12 ans. Donc, on va suivre Oliver qui va faire un nouveau départ avec sa mère, qui semble avoir une vie pas facile jusqu'à maintenant, et qui vont avoir enfin un endroit où il va pouvoir repartir sa vie. Et il va se trouver, je crois, intégré dans une école privée, mais dans le fond, je mène avec une bourse, alors que tout le monde a vraiment beaucoup, beaucoup d'argent et tout. Mais dans le fond, la seule raison pour laquelle lui peut être là, c'est que sa mère travaille pour cette école-là. Et ben, dans le fond, j'imagine qu'on va avoir... ça inclut ici Magic and Mystery. Donc, ce que je comprends, ça dit Small Wishes, Big Problems. Donc, de ce que je comprends, c'est qu'il va finir par potentiellement être en lien avec une possibilité d'avoir des souhaits qui se réalisent, mais que finalement, ça va peut-être pas se passer aussi aisément qu'il pourrait le croire. Donc, voilà. Donc, c'est un roman quand même avec quelques illustrations qui sont parsemées. Donc, c'est pour ça que je vous disais, à mon avis, c'est du middle grade, ou en tout cas, c'est ça. Voilà. Et enfin, un livre qui est un peu sale, mais ça, je suis rendue habituée avec cette compagnie-là, mais que je ne savais même pas qu'il existait. Puis moi, qui est vraiment une fan de Edouard Gorey, c'est From Ted to Tom, The Illustrated Envelopes of Edward Gorey. Donc, c'est des dessins, des enveloppes que Edouard Gorey a décorées avec les lettres qui viennent avec, qui ont été colligées dans cet ouvrage-là. Je trouve ça excellent. Ça me fait vraiment penser même un peu à... Il y avait un ouvrage sur Emily Dickinson qui était un peu comme ça, parce qu'Emily Dickinson, qui est une poétesse américaine, écrivait, elle, des poèmes sur tout ce qui était des petits bouts de papier et tout. Puis elle n'a pas été publiée de son vivant, puis c'est quelqu'un qui avait colligé ça sous la forme originale, un peu en facsimilé. Donc ça, je trouve ça comme... Ça a tellement l'air excellent, là. En tout cas, voilà. Donc ça, ça va être à feuilleter, à déguster et tout. Donc, vraiment contente. Des auteurs que je suis, donc pour ça que j'ai acheté leurs livres. Des trucs pour compléter ma bibliothèque. Et voilà. Il y a juste Veronica Roth qui est un genre de prise de risque. Alors voilà, c'est ce qui complète mon petit unboxing avec vous. Et je vais aller poursuivre ma fin de journée et je vous reprends quand je vais avoir avancé, ou en tout cas terminé ou avancé le Marc Lévy. Là, c'est vrai. À tout de suite. À bientôt. À bientôt. Quand on démarre le début de l'histoire, on va être du point de vue d'Héroïne et elle va retrouver la trace du théâtre. On est vraiment à ce Hey, moment-là. coucou vous autres. Alors, on se retrouve, on est le mercredi quelque chose novembre. Le mercredi 26 novembre. Et fin de journée, comme on fait voir, avec ce savoureux éclairage artificiel. Et je viens juste faire un rapide coucou. Parce que j'ai pris une décision. J'ai abandonné le Marc Lévy. J'ai vraiment essayé fortement de m'y plonger. J'ai laissé aller. Je me suis presque rendue à 100 pages, 80 pages à peu près. Et ça marchait pas pour moi. Donc, je sais pas si c'est ce Marc Lévy-là, mais en fait, je n'avais jamais lu avant, donc je sais pas si c'est son écriture ou si c'est ça. Ce livre-là avait toutes les prémices, a priori, pour me plaire. C'est vraiment la façon dont ça a été présenté.
Et j'ai vraiment eu l'impression dès le départ qu'on m'invitait dans les coulisses d'une pièce de théâtre. Donc, à la place d'être le spectateur et d'être genre, donc prise dans la pièce de théâtre, c'est comme si j'assistais à la pièce de théâtre des coulisses, donc je percevais toute la mécanique derrière. Euh, Comment, de façon stylistique, c'était arrangé. Je percevais la mécanique du changement des points de vue. Je percevais qu'est-ce qui était lancé comme piste pour nous amener à un endroit où potentiellement le personnage principal pourrait finalement poursuivre sa mission. Je sais que c'est comme ça dans tous les livres, mais absolument, en tout cas, moi, ce qui fait que pour moi ça fonctionne, c'est quand je ne suis pas nécessairement consciente des rouages. Je peux apprécier l'effet d'un style, ou je peux apprécier la qualité, disons, d'une plume, par exemple, en français et tout. Mais là, c'est pas ça. C'était vraiment au niveau de la structure et je percevais la structure et ça m'a dérangée. Je n'étais pas capable de m'attacher au personnage parce que je décrochais en continu en me disant, mais voyons, comment ça se fait que je ne suis pas capable de juste être spectatrice de ce livre-là. Puis je suis vraiment déçue parce que ça avait, a priori, comme je vous disais, quelque chose d'intéressant pour moi, tout ce qui concerne les livres interdits. Cette proposition-là qui se situe un peu dans... C'était une espèce d'endroit un peu réaliste avec une touche, on dirait, de science-fiction ou du chrony ou je sais pas quoi, mais c'était clairement quelque chose qui pouvait faire en sorte qu'on pouvait s'y projeter parce qu'on n'est pas très loin de ça actuellement. Mais il y avait ça. Il y avait aussi énormément de messages qui étaient passés évidemment, comme j'étais consciente de tout ce qui était coulisses, bien, je sentais le message arriver. Oh, ça m'a déçue. Mais bon, c'est pas grave, je fais pas de jugement rien sur Marc Lévy ou les gens qui aiment Marc Lévy. Moi, personnellement, celui-là, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que j'en essaierai d'autres à un autre moment? Peut-être. Mais celui-ci, c'est le seul, on dirait, qui m'interpellait. Puis, ben, finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis, c'était vraiment pas... Je l'écoutais en livre audio, mais j'avais aussi en livre numérique. Fait que j'ai fait un bout en livre numérique en me disant c'est peut-être juste la version audio qui était correcte, mais qui était sans plus, là. Et puis, ben non, ça n'a pas fait. Ça n'a pas fonctionné. Donc, déception. Parce que là, en plus, on est rendu mercredi. Techniquement, j'aimerais ça finir le contenu du vlog pas trop tard cette semaine parce que si ça va, je vais voir, mais je pense que j'ai envie d'essayer de faire des vlogmas. Peut-être que je vais me laisser la possibilité que ça se peut qu'il y ait des journées qu'il n'y en ait pas, tout simplement. Là. Donc, dépendant de mon état ou de comment je vais être au niveau occupé, au niveau du boulot ou personnel et tout. Surtout au niveau de la santé, parce qu'en ce moment, c'est pas top. Mais bref, j'aimerais ça finir quand même le contenu de ce vlog-ci pas trop tard. Puis là, j'ai juste une lecture au compteur. C'est pas grave. Je me suis dit, je vais pas me forcer à finir un livre puis ça fonctionne pas pour moi du tout. Donc là, j'ai tergiversé, puis j'ai toujours pas trouvé de nouvelle lecture. Donc je vais vous revenir quand je vais en avoir, ma nouvelle lecture. Je vais m'en choisir une. Peut-être des petites. Je vais voir. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vous reviens de toute façon. Mais je voulais juste comme vous avouer que j'avais laissé de côté ce livre-là. Ça marche pas pour moi. C'est tant pis. Donc, si jamais il y en a qui l'avaient lu, puis que peut-être que par après ça s'améliore, dites-moi-le, mais en même temps, j'ai tellement eu une expérience qui n'était pas enlevante au départ que je pense que ça va me rester en mémoire, même si je me réessaye un peu plus tard. Donc, ben voilà, c'était juste ça mon petit topo. Alors, ben, on se revoit dans quelques instants pour vous, dans je sais pas quand pour moi. Et bonsoir vous autres. Alors, on est le jeudi 20 quelque chose, là, je suis pas bonne dans les dates cette semaine, 27 novembre. Et ben, je vous prends fin de journée. Pidge, lumière artificielle encore, vive l'hiver. Et encore une fois, avec un fond de mal de tête. Donc, ça va être la thématique du mois, je pense. Alors, je vais essayer d'être cohérente, mais je fais mon possible avec le cerveau, la disponibilité que j'ai. Ben finalement, savez-vous quoi? J'ai réussi à trouver une lecture audio. C'est pas trop facile en ce moment parce que, comme je vous dis, comme c'est pas top santé, en plus d'être un peu comme en indécision de choix de lecture, ben j'essaie de trouver quelque chose qui va faire en sorte que ça va me permettre de l'écouter sans avoir à trop me concentrer pour pas avoir plus mal à la tête. Mais en même temps, j'ai pas envie nécessairement d'avoir juste des choses qui sont en mode lecture chocolat chaud. Puis là, j'ai eu soudainement un flash de un livre que j'avais pris en note. C'était Madame rêve encore de livres qui en avait parlé avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. Puis je m'étais promis de potentiellement le découvrir, même si je n'étais pas trop sûre, ça avait l'air un peu sordide, mais bon. Et c'est le premier de la série d'une autrice française qui s'appelle Max Monneray. La série, c'est la série Victor Caran. Il me semble que c'est ça. Caran, en tout cas. Victor Caran. Ben c'est ça s'appelle Sombre.
SOMB. Et c'est assez particulier. Un court livre audio, donc j'imagine qu'en version numérique ou papier, c'est une petite plaquette. Je sais que ça a eu une grande résonance quand c'est paru. Je crois que ça a gagné un prix d'ailleurs. Puis c'est une autrice qui est un peu comme. Qui est un peu devenue un peu comme une incontournable, mais en fait, elle n'est pas. En tout cas, de l'autre côté de l'Atlantique, elle n'est peut-être pas si connue que ça, ou peut-être que oui, puis j'évolue pas dans les bons cercles. Mais bon, je m'y suis plongée. Et on y retrouve Victor Karan, qui est un psychologue, actuellement un psychologue en milieu carcéral, donc un quotidien pas nécessairement évident, et qui va se retrouver à devoir soutenir et j'imagine éventuellement enquêter, vu que c'est une série, potentiellement, sur un meurtre qui a été commis. Et c'est qu'on a retrouvé le corps d'une jeune femme défigurée, morte, mais défigurée sur le bord de la plage. Et cette jeune femme-là, c'est la femme de son meilleur ami. Et c'est quelqu'un qu'il connaît bien. Puis c'est ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, j'en suis là. C'est juste ça qui donne dans la quatrième de couverture, de toute façon, à peu près comme prémisse. Jusqu'à maintenant, j'adore l'écriture de Max Monet. C'est vraiment excellent. Je comprends pourquoi Madame Rêve encore de livre avait comme eu tant d'enthousiasme en parlant. Je crois qu'elle l'avait reçu, elle est bibliothécaire, elle, puis je crois qu'elle l'avait reçu à la médiathèque où elle travaille en genre de rencontre d'auteurs et tout ça. Et puis, ben, c'est ça. Dans le fond, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. C'est sûr qu'on est dans quelque chose qui est très... c'est un rythme particulier. On passe de l'intériorité du personnage principal, donc Victor Karan, à l'extériorité du déroulement concret de l'action. Mais il y a beaucoup de va-et-vient. Il y a des va-et-vient aussi dans les temporalités. Et il y a des va-et-vient à l'intérieur des rêves de Victor Karan, qui est comme un peu hanté par des rêves vraiment troublants de quelque chose qu'on comprend qui s'est passé il y a des dizaines d'années, mais on ne sait pas exactement si ça s'est passé ou pas. Il a l'air de vivre un stress post-traumatique. C'est quelqu'un aussi qui a changé de milieu de pratique. Donc, il était avant psychologue en cabinet, il est devenu psychologue en milieu carcéral. On sent qu'il y a des choses qu'il ne nous dit pas, on sent qu'il y a des choses qu'il vit de l'intérieur qui ne sont pas évidentes. Et on comprend dès le départ aussi que selon les choix qu'il fait, même dans le au temps présent de l'histoire, c'est sûr que c'est peut-être pas quelqu'un qui choisit les meilleurs chemins. Ce qui est intéressant, c'est que c'est sûr que c'est un psychologue qui prend pas toujours les bonnes décisions, mais qui est quand même encore potentiellement la lucidité de se rendre compte qu'il ne prend pas nécessairement, puis que des fois, il faut juste que il admette le fait qu'il ne prend pas les bonnes décisions sans nécessairement tourner autour du pot. Donc, c'est drôle un peu parce qu'on a vraiment le côté, c'est comme le psychologue un peu psychanalysé, mais ça ne fonctionne pas nécessairement toujours, mais c'est quand même intéressant. J'aime beaucoup sa voix intérieure, j'aime beaucoup... on sent que c'est un personnage qui est un peu... C'est un personnage qui est un peu rêche de contact social, mais que il a l'air d'avoir une grande sensibilité, une grande, je sais pas, peut-être pas insécurité, mais il y a quelque chose qui le hante, puis on le perçoit. Puis ben là, je suis pas encore rendue à ce qui va se passer avec l'enquête, s'il va enquêter finalement, parce qu'il y a une enquête qui est en cours, bien entendu, pour le meurtre. Puis évidemment que comme c'est la femme de son meilleur ami, ben son meilleur ami étant le mari de la personne décédée, la personne en fait assassinée, la police a tendance à regarder pas mal vers le plus proche de la personne qui a été assassinée, donc le mari. L'amitié entre Victor Karan et son meilleur ami, donc Jonas, sombre. Elle remonte à très loin. Puis il y a une dynamique particulière entre eux deux parce que, dans le fond, Karan a toujours défendu son ami. Mais il y a des choses entre eux en ce moment qui sont compliquées un peu. Et c'est sans égard au fait qu'il y a un meurtre aussi qui s'est comme immiscé dans leur vie. Les deux, bien évidemment que Jonas Sombre est en amour avec sa femme, mais
sa femme, dans le fond, était aussi une grande amie de Victor Caran. Donc, les deux sont comme un peu en deuil. Les deux se disent pas tout. C'est comme un peu, on dirait, Caran qu'il faut qu'il soit l'adulte dans la situation. Mais en même temps, c'est comme pas non plus un personnage lisse. Bref, j'en dirai pas plus parce que j'ai pas trop divulgaché. C'est tellement court que j'ose pas trop en dire. Mais jusqu'à maintenant, j'adore ma lecture. Je sais pas comment ça va se poursuivre. J'en suis rendue à presque le tiers. Je pense que même si mon mal de tête se poursuit, là, je sais pas, ça va être une sinusite, là, je sais pas trop, je sais pas, de toute façon, ça court en ce moment. Mais je pense quand même que je suis capable d'écouter ce livre-là malgré tout. Donc, vous aurez sans doute 2 lectures dans ce vlog-ci. Et soyez indulgents, s'il vous plaît, qu'il n'y en ait pas plus parce que c'est le maximum que je peux faire. Mais très, très très bonne intuition finalement. Ouais, je ne sais pas si c'est de l'intuition ou à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui savait déjà que c'était une bonne idée que je lise celui-là après avoir abandonné le Marc Lévy. Mais jusqu'à maintenant, c'est vraiment une bonne option, une bonne avenue. Et ben, je vous dirai si ça le fait pour moi jusqu'à la fin. Mais bon, je voulais juste vous faire un petit coucou de soirée avant de poursuivre mon repos, n'est-ce pas? Alors voilà, ben à tout bientôt! Hey, coucou vous autres! Alors, on est le samedi 29 novembre en mode studio mobile, comme vous pouvez le constater. Ça va être le savoureux cadre de notre dernier échange du vlog. Écoutez, j'ai terminé hier la lecture audio de Sombre de Max Monaghan. C'était, ma foi, c'était magistral pour moi, je trouve. Ça a été une révélation en termes de découverte d'une autrice. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça n'a pas été une note parfaite, là, mais presque. Je ne sais pas trop comment vous en parler parce que je ne pourrais pas vous parler beaucoup de détails concrets, alors que dans le fond, c'est dans les détails concrets que peut-être j'aurais pu réussir à vous faire mieux comprendre peut-être l'engouement que j'ai pu avoir pour la plume de l'autrice. Mais comme ça demeure... Je sais pas si c'est un roman policier. À l'arrière, il qualifiait ça. Il y avait une citation de quelqu'un qui disait que le roman noir français n'allait plus pouvoir se passer de Max Monaghan comme autrice. Et je suis un peu d'accord. C'est un roman noir, je pense, quand même, plus qu'un roman policier, en raison du point de vue qui est adopté. C'est-à-dire que c'est une enquête qui va être menée par le personnage principal, donc Victor Caran, mais c'est une enquête qui le concerne directement. Donc, c'est pas, mettons, ça concerne, ben, directement. Directement et un peu indirectement, mais quand même. Donc, c'est pas parce que il s'est retrouvé mêlé à ça en tant que psychologue ou par personne interposée ou puis que finalement, il a été comme consultant, puis il s'est mêlé à l'enquête, c'est qu'en fait, il se retrouve en plein cœur de cette enquête-là. Il se retrouve concerné par la situation. Tout le long de l'histoire, l'autrice va jouer quand même avec aussi la confiance du lecteur par rapport au narrateur. Parce qu'on va se poser toute la question tout le long, dans le fond, si c'est ça. Dans le fond, dans cette histoire-là, c'est l'histoire de la vie, c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire d'un humain qui essaie de se dépêtrer d'une situation puis qui essaie surtout de vivre sa vie avec un passé qui lui tire les chevilles. Donc, c'est intéressant parce que le personnage principal est un psychologue. C'est quand même lui qui va comme mener l'enquête, mais plus en mode survie qu'en mode je veux aider quelqu'un, puis genre, je vais être en mode un peu sideline, puis finalement, je vais avoir réussi à conclure, à résoudre en fait le mystère qui entourait les meurtres. Là, dans ce cas-ci, c'est en quelque part en mode survie. En mode survie soutien, en mode survie personnelle. On va le voir se poser beaucoup de questions. Évidemment, là, c'est un crime, puis je veux dire,
ça nous confronte beaucoup. On est concerné directement dans une enquête pour meurtre, là, donc c'est sûr que j'imagine que n'importe qui serait dans cette situation-là se sentirait vraiment comme... c'est pas léger là, comme situation. Mais comme c'est un psychologue, on comprend petit à petit d'où il vient, c'est quoi son passé. Il y a vraiment un passé qui est lourd. En quoi, comme je vous disais, peut-être que son travail résonne un peu avec un peu de sa vie personnelle. Comment ça se fait qu'il a décidé d'aller en psychologie? Comment ça se fait qu'il va aider les gens en milieu carcéraux alors que c'est super difficile parce qu'il est exposé à toutes sortes de dérives un peu humaines, de détresse, de souffrance, qu'on n'a pas trouvé de voie de sortie autre que des choses qui sont malheureusement qui sont criminelles, qui sont contre les autres, qui sont dangereuses et tout. Mais ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, bon, évidemment, on croit aux personnages. Ça, les gens partant, c'est une force. C'est bien construire les personnages. On y croit. On n'a pas l'impression qu'ils sont en 2 dimensions. Et elle nous donne accès à l'intériorité des personnages, du personnage principal. Et c'est un personnage principal qui est lucide par rapport à lui-même. Puis comme je vous disais, que c'est pas parce qu'il est lucide qu'il prend nécessairement toujours les bonnes décisions. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'il me semble qu'on peut vraiment se dire que ça peut nous arriver à tout le monde d'avoir un moment de bien analyser une situation, bien comprendre comment ça se fait que ça va nous faire réagir particulièrement. Se dire que telle avenue serait peut-être la meilleure, puis finalement, peut-être à la dernière minute, pas être capable de prendre cette avenue-là. C'est vraiment impressionnant. C'est un bel exemple aussi de... C'est un roman qui est quand même très triste. Un roman noir, mais c'est un roman triste, un roman sombre. C'est un roman où la solitude, malgré le fait qu'il y a beaucoup de monde autour, la solitude malgré le monde, est très présente en quelque part. Et il semble être un peu pas la clé, mais la clé de beaucoup de choses, de beaucoup de mécanismes que les personnages vivent et tout ça. Pas nécessairement l'excuse, mais juste une des clés en tant que telle là, qui fait en sorte qu'ils vont réagir comme ils réagissent. Et je ne sais pas comment vous en parler sans vous en parler trop précisément, mais comme je vous disais, donc je vais essayer de me ramener aux caractéristiques là, du récit. Donc, personnage fort, pas trop de personnages bien développés, intrigue vraiment bien tricotée. À travers l'intrigue, il y a des moments où on va avoir des éclaircies parce que comme on est vraiment au cœur de l'enquête avec la personne qui enquête pour essayer juste de se dépatouiller d'une situation qui est vraiment complexe, puis de laquelle, par survie, il faut qu'il sorte. C'est sûr qu'on peut faire des raisonnements qui sont en même temps que les siens. Donc, c'est sûr que... Mais à un moment donné, je m'étais dit, ben là, on est à la moitié du livre, comment ça se fait que j'arrive à aller aussi loin dans la réflexion puis dans qu'est-ce qui pourrait se passer. Mais comme dans tout bon roman bien construit, évidemment qu'on ne va jamais parvenir jusqu'au bout. On va nous titiller, on va nous dire jusqu'à la dernière minute. Mais vraiment, c'est bouleversant, je pense. Ça bouscule beaucoup les certitudes. Si vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec tout ce qui touche les dérives de l'esprit humain ou les dérives de la psyché humaine, c'est quand même beaucoup axé là-dessus parce que c'est sûr que le personnage principal, c'est un psychologue. C'est comme ça aussi qu'il va approcher les choses. C'est intéressant, on a quand même un petit aussi insight dans la façon de fonctionner de la police parce qu'on a... évidemment, la police va avoir une enquête officielle, là, dans le fond, c'est juste qu'on n'est pas du côté de la police cette fois-ci. Mais le personnage principal va se retrouver en situation où il va être capable de analyser les stratégies d'interrogation dans sa tête. Puis c'est vraiment intéressant. J'ai trouvé ça. Je trouve que le personnage, on veut comme on veut qu'on arrive, on veut l'aider à prendre les bonnes décisions, mais on sait qu'il les a identifiées, mais on n'est juste pas sûr qu'il va avoir l'énergie pour justement arriver à prendre les bonnes. C'est pas des décisions faciles. Il n'y a rien dans ce roman-là qui est une décision facile. Il n'y a pas aucune situation qui est une situation win-win. Tous les personnages vont prendre des décisions, vont prendre les meilleures décisions dans les circonstances, autant pour eux-mêmes que pour les autres dans certains cas, les pires décisions dans d'autres. Mais dans tous les cas, ils vont à la fois gagner quelque chose et perdre quelque chose. Les fois où ils vont gagner quelque chose, ils vont aussi perdre quelque chose. Les fois où ils perdent quelque chose, ils perdent. Là, mais je veux dire, c'est intéressant parce que ça donne le côté aussi, c'est pas édulcoré, c'est vraiment comme tout est réaliste, tout est probable. Ah, j'ai aimé ça. Puis la plume, super bien dosée. Fluidité, un petit brin de poésie un peu quand même. Vraiment, je sais pas quoi dire. Je suis sous le charme, tout simplement, de la plume. J'avais peur un peu quand j'ai vu où ça s'en allait, parce qu'on est vraiment dans justement, comme je vous dis, là, on est dans la dualité de l'esprit humain, on est dans
tout ce qui est dérive se rattraper, est-ce qu'on va vraiment dériver complètement ou pas. Ça, des fois, moi, ça vient me chercher profondément, mais c'était super bien dosé, ça nous permettait d'être au cœur de cette ambiance-là. Elle évoque très bien, mais elle abandonne pas non plus le lecteur dans un marasme non plus. Puis, pour ne pas l'abandonner, elle va pas non plus l'assommer de genre Deus Ex Machina hollywoodien, là, tu sais. C'est juste que, je sais pas comment l'expliquer, mais quelle belle plume. Fait que c'est sûr que je vais lire les autres livres de Max Monory, là. Donc, encore une fois, merci, Madame Rêve encore de livres, parce que c'est chez elle que j'avais vu passer l'autrice, puis c'est longtemps que je voyais le nom, puis j'étais comme pas sûre, fait que vraiment, c'est une super lecture pour moi. Et ce sera la dernière de ce vlog-ci, qui va aussi être le dernier des vlogs longue durée du mois de décembre. Donc, pour le mois de décembre, je vais essayer de faire des vlogmas. Je vais voir, je vais essayer d'en faire un à chaque jour, mais sinon, j'en vais peut-être faire 1 ou 2 jours si je vois que avec la santé et la réalité aussi de ma vie, c'est pas possible. Mais donc, c'est juste un à tantôt parce qu'on va se lancer dans les vlogmas, mais les vlogs longue durée, on va faire une petite pause puis on va revenir plus pour la fin de l'année ensemble pour ces vlogs-là. Donc, ben voilà. J'espère que ce vlog-ci vous a plu, même s'il était un peu différent. Il y avait un peu moins de lecture. Puis, ben nous autres, de toute façon, on se retrouve tout bientôt pour un peu plus de quotidien, disons. Pas toujours des lectures à chaque jour. Quoique, j'ai tellement de choses dans les calendriers de l'avant que j'ai l'impression qu'il va falloir que je lise à chaque jour. Mais bon. Puis, ben voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez des belles lectures sous le coude. Puis ben, on se dit à la prochaine, soit à demain.